celle-ci car le peuple, cette fois, est censé s'être manifesté. Comme on va le voir, l'affaire du bijoutier de Nice, depuis le début, ou presque. En moins de 48 heures, l'élan de solidarité envers le bijoutier niçois qui a abattu l'un des braqueurs de son magasin s'est amplifié très vite. Reste que le commerçant, dont le casier judiciaire est vierge, est ce soir mis en examen pour homicide volontaire. Il encourt 30 ans de prison. Le bijoutier a-t-il agi en état de légitime défense? Non, selon le procureur de la République de Nice et les 2 juges d'instruction. Au moment où ce bijoutier intervient, sa vie n'est pas directement menacée. Il n'avait pas à se saisir de cette arme qu'au surplus, il détenait illégalement. Pour moi, la première victime dans cette affaire et dans ce drame, c'est d'abord un honnête commerçant, un bijoutier de ma ville, qui a vu sa porte forcée par 2 malfrats, qui a été maltraité, qui a été tabassé. Sur les réseaux sociaux, les défenseurs du bijoutier se mobilisent massivement. Ils étaient plus de 800 000 ce matin à apporter leur soutien. Ils étaient près d'1 millier dans les rues. Le défilé s'est déroulé dans le calme. Audrey Richier, Raymond Chaplard. Baisers, poignées de main, la femme du bijoutier est assaillie de gestes de soutien. Le fils du bijoutier qui a tiré est accueilli presque comme un héros. 1000 messages d'encouragement et de soutien de la part de collègues émus, mais aussi de simples anonymes. Nous, on est bijoutiers, on essaie de faire ce qu'on peut. On est très touchés par ce qu'il a fait et on l'encourage, ce qu'il a fait. Pas, malheureusement, on le soutient. Voilà, on le soutient. Je pensais qu'il y avait uniquement les commerçants qui sont vraiment touchés, mais je vois que les citoyens sont encore plus touchés que nous, les commerçants. Derrière le fils du bijoutier, le cortège dans lequel se sont glissés des représentants de droite et d'extrême droite prend la direction du palais de justice. Je ne sais pas comment on peut le considérer comme un héros alors qu'il a tué mon frère. Même si je ne conçois pas ce qu'il a fait pour aller le braquer, je ne comprends pas que les gens ils soient comme ça derrière lui. On nous appelle chez nous, on nous dit des méchancetés sur Facebook, c'est horrible, on nous a même pas rendu le corps. Personne ne peut justifier l'autodéfense dans notre pays. Mais moi je comprends l'émotion qu'il y a aujourd'hui autour de ce fait tragique. Le bijoutier de Nice, c'est pour vous, Manuel Valls, une victime ou un meurtrier? Mais les deux à la fois, mais c'est encore une fois à la justice de le dire. C'est une victime incontestablement. Et en même temps, il a tué, et c'est à la justice d'établir les faits. La lutte contre l'insécurité, la lutte contre la récidive, la justice qui doit à chaque fois prévaloir, parce que c'est à la justice de faire justice, et pas à quelques personnes que ce soit d'autres. Il faut rester aussi sur cette logique. Et donc, dans cette affaire, exaspération, colère, je la vois, et en même temps, la justice, toute la justice, rien que la justice. Raphaël Liogier, vous vouliez commenter ce qu'on vient d'entendre? On voit bien là, la ligne de fracture qui est assez claire entre le populisme et la résistance au populisme. C'est que la caractéristique du populisme, c'est au nom d'un sentiment, d'une impression, d'un vécu, de transgresser la loi. Alors oui, ce commerçant, il a été victime, mais d'un autre côté, il y a une définition juridique précise de la légitime défense. La légitime défense, elle est définie juridiquement. La caractéristique d'un état de droit, bien, c'est de respecter le droit. C'est ce que disait là en l'occurrence François Hollande. Mais on voit bien la difficulté qu'ont les hommes politiques, même ceux qui essayent de ne pas être trop populistes, à être strictement dans le droit, en disant oui, je comprends ce sentiment, cette émotion, cette exaspération, etc. Et là, on sent quand même en arrière-fond cette distinction maurassienne célèbre entre le pays réel et le pays légal, et qui, depuis une dizaine d'années, est en train de se diffuser dans l'ensemble de l'espace public. Alors, vous voulez dire entre le peuple et les élites, entre le système et le... Non, c'est l'idée selon laquelle ceux qui font les lois, finalement, ne sont pas vraiment représentatifs de la réalité quotidienne, de la réalité du peuple, etc. Et on finit, en faisant ça, à remettre en cause toutes les structures intermédiaires, y compris les magistrats, la justice. C'est un peu, si vous voulez, comme quand Manuel Valls commente en pleine Assemblée nationale, alors qu'il est ministre, quand même ministre de l'Intérieur, la décision de la plus haute instance judiciaire française, la Cour de cassation, parce qu'il trouve que ce n'est pas une bonne décision. Il dit « je parle en tant que simple citoyen », c'est-à-dire que j'éprouve
ce que éprouve un simple citoyen, donc je le dis. Vous voyez, je le dis devant la représentation. C'était sur le voile exactement, sur la décision de la crèche Babylou. Sur la Attendez, je voudrais présenter nos deux invités. Fabien Jobard, vous êtes directeur du Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales et chercheur au CNRS. Et Alexandra Onfray, vous êtes présidente du syndicat Magistrats pour la justice, première vice-procureure de la République au tribunal de grande instance de Paris. La question évidemment qu'on est obligé de se poser, c'est s'il y a exaspération aujourd'hui, s'il y a une telle émotion, si on dit, bah oui, si à la limite on pardonne la légitime défense, ou plutôt on voudrait faire de la légitime défense quelque chose qui n'est pas a priori de la légitime défense, ça implique qu'on est persuadé qu'il y a une augmentation de la criminalité et que la criminalité est de plus en plus violente et de plus en plus barbare. C'est ce qu'on a entendu dans tous les témoignages qu'on a pu entendre à la télévision, des gens qui étaient sur cette place et qui soutenaient cette famille, ou tous ceux qui ont posté sur Facebook des soutiens aux bijoutiers de Nice et dire on n'en peut plus, etc., tirer dans le tas. Alors justement, c'est là où je vous interroge. Est-ce que tout ça, est-ce qu'il y a véritablement une exaspération fondée ou est-ce que c'est de l'ordre du fantasme ? Non, c'est pas de l'ordre du fantasme. Il y a un commerçant qui s'est fait agresser. Non, je parle en général. Il y a une situation, il y a une augmentation des cambriolages, il y a tout un ensemble de faits qui relèvent de la réalité. Mais vous voyez, je vous ai apporté un document ce soir qui sont des documents de formation de la police de 1984. Il y a tout un ensemble d'extraits de journaux dans ce document-là. Et vous voyez, en 82, on lit dans le quotidien de Paris comment on en arrive à l'autodéfense. En 83, dans le quotidien de Paris, lorsque les Lillois excédés prennent en main leur sécurité. Rosny, la cité Casanova, un quartier au bord de l'autodéfense. Association de défense des quartiers nord de Marseille. Ce débat rejoue à la virgule près celui qui s'est joué à la fin des années 70, au début des années 80, précisément autour de la question de l'autodéfense. Autour de cette idée selon laquelle l'État ne serait plus en mesure de porter assistance à ses concitoyens et donc il est nécessaire d'aller au-delà de la légitime défense et de la concevoir comme le tir légitime, par exemple, sur un suspect en fuite. Ce débat-là a fait florès à l'époque. Il y avait l'ancien président de la Cour de sûreté de l'État, qui avait été dissoute en 81, qui présidait l'association Légitime Défense. Le Front National s'est servi de ce débat-là pour préparer les élections municipales de 1983. Ça a été un vecteur très très fort du Front National à l'époque. Et puis il est retombé. Et je dirais d'une certaine manière que déjà à l'époque, il y avait ces arguments. On a atteint un point de non-retour irréversible d'exaspération. Les Français n'en peuvent plus. La délinquance n'a jamais été aussi haute que maintenant. Bon. Aujourd'hui, on sait que la violence la plus grave, c'est-à-dire les homicides, sont plutôt en baisse. Les causes des blessures entraînant des interruptions totales de travail de plus de 8 jours, c'est-à-dire les violences graves, n'augmentent plus. En revanche, ce qui est permanent et ce que l'État a le plus de mal à combattre, ce sont, on va dire, les toutes petites violences, les incivilités, les agressions au quotidien, les bousculades. Ça, c'est quelque chose qui pénètre le tissu social. Et à l'égard de quoi? Des débats tels que le droit à l'autodéfense, le surarmement des polices municipales. Rappelons tout de même que Nice est l'une des polices municipales les plus nombreuses en France, les mieux équipées, les plus armées. Elle non plus n'est pas capable manifestement d'arrêter les cambrioleurs. Eh bien, à l'égard de tout ça, ces débats sont totalement inappropriés. Donc, si vous voulez, ce type d'émotion-là, on le voit ressurgir de temps à autre. Il n'est pas à ce point structurant, je pense, des évolutions profondes de la société française. Alexandra Onfray. La statistique, je pense, ne peut pas résumer à elle toute seule l'état de la criminalité dans un pays. D'abord parce que notre statistique n'est jamais exhaustive, ça c'est un fait. On a un certain nombre d'instruments statistiques qui sont très imparfaits. Et il y a un chiffre noir de la délinquance et de la criminalité que l'on connaît bien, que l'on retrouve au travers de ce que l'on appelle les enquêtes de victimation, qui sont en fait ce que déclarent les Français, ce dont ils ont été victimes sans nécessairement porter plainte. Et ça c'est quelque chose d'important parce qu'on a des volumes qui peuvent par exemple aller en matière de violence et de menaces jusqu'à 60% de personnes qui n'ont pas déposé plainte pour les faits qu'ils ont subis. Et même dans des violences extra-conjugales, donc dans des violences vraiment de voie publique. Donc on a ce chiffre noir dans un premier temps. Et ensuite, quand on a une statistique officielle, c'est une statistique, évidemment, on a l'habitude de dire qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, mais il y a une réalité, c'est que au-delà de toutes les statistiques et de tous les discours, il y a la réalité vécue. Et nos concitoyens, je crois, et c'est ça qui est important, au-delà de la statistique, ce qui compte, c'est la perception. Vous pouvez dire aux Français que le passage à l'euro n'a pas augmenté
le coût de la vie. Quand vous allez le matin acheter votre croissant et qu'il vous coûte 1 euro, là vous coûtez 1 franc, quelques mois avant. On peut vous dire non, le coût de la vie n'a pas augmenté parce que si on fait la masse et une moyenne de l'ensemble des produits de vie courante, y compris les gros produits qui, eux, n'ont pas augmenté dans leur prix, il n'empêche que le Français a parfaitement compris qu'il y avait une augmentation des prix. Et que ça, c'est une perception individuelle et collective qui l'emporte sur toute autre réalité statistique. De la même manière en matière de délinquance. Vous pouvez expliquer aux Français que les chiffres, finalement, ne sont pas si inquiétants que ça. Vous pouvez leur expliquer que les morts qu'on égrène tous les mois à Marseille, où on est à 14 morts depuis le début de l'année. Le mois de l'année, il y a 12 mois dans l'année quand même. On est à 14 morts. Mais dans cette émission, on a passé il y a quelques mois, on a montré Patrick Poivre d'Arvor il y a 20 ans annonçant 60 morts à Marseille dans l'année. Mais tout à fait, mais vous pouvez tout à fait ça veut dire que c'est quand même 14 de trop. Et vous pouvez dire qu'on est dans la statistique nationale. Il y a ça, c'est intéressant. Attendez, laissez terminer. L'énorme violence en Guadeloupe avec je ne sais pas combien de morts non plus, on n'en parle strictement jamais. C'est Marseille, tout le monde est viré sur Marseille. Les violences de l'extérieur sont toujours tues. Voilà, en plus. Il y a 500 crimes de sang par an en France. C'est pas beaucoup. Sauf que Marseille, ça commence à faire un peu lourd quand même dans la balance. Et surtout, au-delà de ça, vous pouvez dire aux Français qu'il n'y a pas d'aggravation, il n'y a pas de phénomène de masse, il n'y a pas une américanisation de la violence en France. Il n'empêche que dans la réalité quotidienne, les Français, indiscutablement, sont probablement impactés par ces effets-là. Regardez tous les messages qu'on vous adresse au quotidien, soit par voie médiatique, soit par les autorités elles-mêmes, qui vous mettent en garde contre un certain nombre de phénomènes. Je pense par exemple au téléphone portable, le vol à l'arraché. C'est un phénomène délinquant que l'on sait exponentiel. Ça impacte votre vie quotidienne. Regardez tous les jours les messages qu'on fait passer pour éviter de susciter la tentation en sortant votre téléphone portable dans les transports en commun. Par exemple, quand vous rentrez tard le soir, vous êtes une femme, plutôt que d'aller mettre votre voiture au parking, vous allez peut-être préférer la laisser sur la voie publique en vous disant je risque de la trouver dégradée ou volée. Mais je prends ce risque-là. Donc il y a dans votre vécu, dans votre réalité quotidienne, indiscutablement une prise en considération d'un phénomène qui ne vous touche pas directement, mais que vous considérez comme pouvant vous toucher. Et ce qui est important, c'est qu'à Marseille, même si ça concerne les voyous entre eux, et qu'on peut dire après tout, les loups se tuent entre eux, etc., ça ne me concerne pas. Non, parce que c'est l'ordre public directement qui est en cause. Et que vous savez très bien que quand il y a une rafale qui est tirée, quand il y a un braquage, il suffit de prendre le braquage de Marignane, où un retraité a cherché à s'interposer, il a été abattu par les braqueurs, il a été qualifié de héros par le ministre de l'Intérieur. Cette réalité-là, n'importe quel citoyen peut la vivre, tout simplement parce que vous savez qu'en allant au bar PMU du coin, à la supérette d'à côté, même si vous ne fréquentez pas les bijoutiers, vous pouvez être prise à partie dans une situation de ce sort. Où est-ce qu'on en vient? C'est très simple. Parce que vous mélangez deux registres. Le registre d'une évolution objective de la criminalité, de changement de structure, et puis à côté de ça, le ressenti. Et le ressenti, évidemment, il est ce qu'il est. C'est justement une des caractéristiques de la situation actuelle, c'est qu'il y a, oui, un certain type de ressenti qui ne correspond pas forcément à la situation objective. Un ressenti, c'est un fait politique. Et la caractéristique des politiques actuelles, c'est qu'ils vont faire ce que Baudrillard appelait la politique du signe au détriment de la politique du sens, c'est-à-dire qu'ils vont se préoccuper du ressenti et qui vont vouloir faire signe qu'ils font quelque chose, même si ça ne fait rien, en prenant des mesures qui finalement ne sont pas forcément des mesures efficaces. Et dans le même sens, puis-je vous demander ce que pense un magistrat de profession de ce ressenti? Est-ce que la justice, ce n'est pas une prise de recul? Est-ce que ce n'est pas une médiation construite, comme l'est d'ailleurs le principe d'égalité, si difficile à faire vivre? Il a fallu 2000 ans pour construire l'idée d'égalité et l'idée de justice et de pas de loi du talion. C'est beaucoup plus facile à déconstruire qu'à construire. Mais qu'en pense la magistrate de profession que vous êtes? Mais c'était ma conclusion, c'est-à-dire que vous avez tout un diagnostic à faire, un état des lieux à faire, et cet état des lieux doit être confronté ensuite à ce que nous, on constate. Au quotidien, nous, magistrats et les policiers qui travaillent avec nous et sous notre autorité, il est certain que nous constatons effectivement une violence qui peut être très rapidement accrue, avec un recours à la brutalité, un recours à la force, un usage des armes létales, des vraies armes, pas des armes par destination, comme on a l'habitude de les appeler, qui peut être effectivement beaucoup plus inquiétant, qui est un phénomène que l'on peut expliquer par un tas de choses. Mais quelle est la conclusion Mais la conclusion, moi je suis magistrat, donc j'applique les textes. Précisément. Sur l'affaire du bijoutier... Mais c'est très heureux. Non, mais sur l'affaire du Ça bijoutier... me rassure beaucoup de l'entendre. C'est la moindre des choses. Mais sur l'affaire du bijoutier, évidemment, il y a deux affaires en une. Je pense que ce qui a choqué l'opinion publique, c'est qu'on mette sur un pied d'égalité deux victimes qui n'étaient pas au même niveau. C'est-à-dire qu'il y en a une qui n'a rien demandé, qui était bijoutier commerçant, qui se fait braquer, et puis l'autre qui est quelqu'un, parce que
C'est une réalité. Vous avez, et là, c'est là où je ferai le lien avec la politique, c'est quelque chose qui est en dehors des fonctions. Mais quand vous avez un discours de victimisation au niveau de l'État, au plus haut niveau de l'État, qui vous dit qu'il faut venir en aide aux délinquants, voire aux criminels, parce que ce sont des gens qui ont souffert, et que ce passage à l'acte, mais moi je vais vous dire, au quotidien, dans les tribunaux correctionnels, 95% des voleurs vous expliquent qu'ils vont voler parce qu'ils n'ont pas les moyens. Est-ce que pour autant, c'est une excuse qui légitime l'acte de vol? Je crois que vous n'avez entendu qu'un discours au sommet de l'État. Il y a un autre discours qui vous dit que les valeurs républicaines impliquent... Est-ce que le fait qu'il y ait deux discours ne participe pas non plus que la justice se passe chaque fois que c'est nécessaire et que les règles soient appliquées, que l'ordre public soit... Il faut respecter la justice, il ne faut pas la diviniser. Elle s'est beaucoup trompée en France ces dernières années. Vous avez l'air de prendre un petit peu de haut le ressenti populaire, comme si c'était quelque chose un peu de méprisable par essence. Moi, je crois que l'angoisse, la peur, qui éventuellement fantasmée, c'est un fait politique et qu'un homme, un responsable politique ne peut pas en faire fi. C'est pour ça que j'ai trouvé raisonnable à la fois le propos de Manuel Valls et celui de Christian Estrosi. Il n'était pas pensable. Vous vous rendez compte si le maire de Nice n'avait pas témoigné de son émotion et de sa solidarité avec ce bijoutier, les Niçois... Non mais je suis d'accord, mais les Niçois étaient en droit de se dire décidément il faut qu'on va faire de l'autodéfense. Certes, mais ne pas fonder des politiques pratiques sur cette émotion, je pense que c'est quand même le courage politique. C'est quand même un peu la moindre des choses que les gens qui nous gouvernent et qui se font élire soient des exemples pour nous, et donc en tant qu'exemple, nous montrent un vrai bon exemple le plus neutre possible, et ne se laissent pas aller au sentimentalisme de bas étage. Que les voisins bijoutiers eux-mêmes se laissent aller et compatissent avec un cœur battant en disant « moi j'aurais fait pareil », etc. Mais qu'un élu ose dire je couvrirai tout machin, etc. Pardon, mais ça c'est un héritage du sarkozysme. Hein. Quand Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, explique que de toute façon s'il y a des bavures, il n'y aura pas de problème, il va couvrir un peu tout le monde, il y a eu des propos comme ça. Je veux dire, l'exemple vient dans ces termes-là. Non, pas dans ces termes-là, mais enfin c'est ce qu'on a compris quand même. Enfin, ce que certains ont compris, parce que peut-être que c'est pas ce qu'il a voulu dire. Mais en tout cas, ça libère une parole, les mecs ils se disent ok j'ai le droit, et à partir de là, l'exemple vient d'en haut, nous aussi on peut faire pareil. Sur le bijoutier de Nice, moi il y a quelque chose... L'élu, c'est un exemple, sinon... Qui doit retenir notre attention. Au fond, il y a quelqu'un qui a commis un homicide involontaire, qui a été mis en examen. Il n'a pas été placé en détention provisoire, il doit être sous contrôle judiciaire, on a dû lui prendre son passeport. Je veux dire, la justice fait son travail. Alors, je comprends qu'il y ait de l'émotion, c'est un fait tout de même tout à fait marquant. Oui, mais que vous savez très bien quelqu'un... qu'il risque une très lourde peine de prison parce qu'il a abattu quelqu'un qui lui tournait le dos, qui était en fuite, et donc il n'y a pas légitime défense. Parce que pour qu'il y ait légitime défense, il faut que la réponse soit proportionnée. Il sera jugé. Non, mais je veux dire qu'il risque 30 ans de prison, et les gens ont dit, bah non, il ne devrait pas risquer 30 ans de prison. Ça fait la peine maximale prévue. Il sera jugé devant les Français, il sera jugé en formation de cour d'assises, il ne sera pas jugé devant des magistrats professionnels, mais devant le peuple, un jury populaire. Donc, si vous voulez, la justice fera son... Dans 2 ans, dans 6 mois, dans 1 an, j'en sais rien. En tout cas, la justice fait son travail. Ça me semble tout à fait sain. On ne peut pas dans ce pays dire qu'il faut lutter fermement contre la délinquance et être laxiste au motif qu'il y a un certain ressenti. C'est l'un ou c'est l'autre, où il y a une justice ou il n'y a pas. Mais je voudrais dire quelque chose, un écho à ce que vous avez rappelé, c'est très intéressant, ce ressenti depuis les années 83, tel que le traduit la presse. Chaque fois qu'on fait des sondages dans ce pays sur la sécurité, depuis 30 ans, c'est absolument récurrent. Pour les Français, la première cause d'insécurité, c'est l'emploi. C'est l'insécurité venant du chômage. Et l'insécurité résultant de l'ordre public n'est jamais la première cause dans les sondages. C'est un fait absolument établi. Vous pouvez regarder tous les sondages que vous voulez. C'est comme ça depuis 30 ans dans ce pays. Sauf en 2001-2002. C'est-à-dire que la campagne électorale a fait que subitement les Français ont estimé que l'insécurité... Et ensuite, c'est retombé. Il y a la preuve tout de même qu'il y a une dissociation, effectivement, entre la réalité et l'expression de cette réalité traduite par les enquêtes statistiques ou les sociologues. Vous déplorez à très juste titre, dans les 2 cas, j'approuve, et en tant que catholique, à 200%, effectivement, cette figure de la victime émissaire. Le braqueur qui, par un mauvais concours de circonstances, finit par être tué dans un déchaînement de peur ou d'agressivité que personne ne connaît. Les Roms, effectivement, qui sont autant victimes que partie prenante dans cette affaire. Mais le problème aussi, et c'est là que je ne suis pas d'accord sur l'analyse sur la justice, le discours républicain doit suffire. Quand les lois elles-mêmes deviennent en partie délirantes ou qu'elles ne prennent plus en compte un certain nombre de réalités fondamentales, comme le respect de la propriété, le respect des biens,
ou simplement... Voyez-vous que la France est devenue un pays révolutionnaire? Bien sûr, alors, là aussi, nous pouvons voir les choses du point de vue de Sirius. En 1848, lorsqu'il y a répression des émeutes ouvrières, il y a 11 000 morts sur le carreau. Donc évidemment, tout cela est anecdotique par rapport à la violence du 19e siècle. Nous sommes d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une aggravation, au moins dans certains territoires urbains, et aujourd'hui, maintenant, on s'aperçoit également en campagne, parce que ce qui se cache derrière, c'est quand même l'abolition du grand pacte du 18e qui laisse le monopole de la violence légitime à l'État. Et ça, il y a un risque, à partir du moment où les gens se réarment et considèrent que la sécurité n'est plus assurée par la police ou par la gendarmerie, c'est à eux de prendre en charge cette notion fondamentale. Le taux d'homicide n'a jamais été aussi bas qu'en France. Le taux de détention n'a jamais été aussi haut non plus. C'est-à-dire la France est un pays aujourd'hui dont l'État n'a jamais été aussi répressif d'une certaine manière et en même temps, non, les gens ne s'arment pas et ne s'entretuent pas. Avec 83 quand même, il y a une différence dans le rapport à l'insécurité. Et là, les sondages le montrent quand même. Depuis 2007, 2008, 2009, il y a aujourd'hui un sentiment d'insécurité, ce qu'on pourrait appeler d'insécurité culturelle. C'est-à-dire de défense culturelle. L'idée, il y avait un sondage en 2012 qui avait été demandé par février 2012, il me semble, par le CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po et Le Monde, qui montrait que à peu près 80% des Français estimaient que, je parle des musulmans, que les musulmans veulent imposer leur mode de fonctionnement, sont agressés du point de vue culturel, du point de vue de l'imposition de leur mode de vie. Et ça, je crois que cette idée de défense culturelle, avec tout le vocabulaire de communautarisme qui court depuis une dizaine d'années, c'est une clé pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas contre un État fort, mais un État fort, c'est-à-dire qui lutte contre la violence de façon ciblée, là où elle est. En revanche, un État qui, dans un sens, avec des hommes politiques qui vont faire signe sans cesse en parlant de violence, en disant qu'ils vont carchériser les quartiers, qu'ils vont faire ceci, cela, etc., mais qui en réalité ne font rien de précis, laissent plus ou moins pourrir la situation et qui ensuite tiennent un discours de lutte contre une sorte de communautarisme abstrait pour aller se focaliser sur des groupes de population qui seraient a priori coupables en tant que tels, en tant que groupe. Ça, c'est ce populisme-là, moi, que j'ai voulu dénoncer. C'est-à-dire, c'est pas le fait d'être efficace, soyons efficaces, mais je crois que justement, ce discours de défense culturelle générale qui est lié au vide politique, qui est lié à cette situation d'une Europe qui a perdu sa singularité, etc., eh bien, nous aveugle et nous empêche même d'être efficaces sur les questions de sécurité. Il y a le discours et il y a l'action. En matière de discours, on attend du politique qu'il médiatise les émotions, pas qu'il les attise, qu'il les médiatise, qu'il aide à prendre de la distance vis-à-vis d'elles à travers un système construit, que ce soit le système d'ordre public ou que ce soit le système de la justice. Sur le plan de l'action, tout ça est complètement, tout ça est caché par le discours en réalité. On attend du politique un discours, beaucoup plus qu'on attend de lui une réalité de l'action. Et le discours vient faire écran à ce qu'est réellement l'action. Et ça crée d'ailleurs beaucoup de débats aujourd'hui et d'incompréhension. Georges Ballandier. Non, je voudrais ici ajouter à votre propos, en disant qu'il y a une sorte de contradiction entre ce qui est visible, ce que l'on montre, la mobilisation émotionnelle que l'on peut provoquer à partir des images, et puis les situations réelles. Les situations réelles, dans le cas présent, c'est tout de même un conflit entre la propriété et, disons, la vengeance immédiate, n'est-ce pas? Et dans ces cas-là, il faut bien le dire, une action qui intervient, qui joue contre la démocratie d'une certaine manière. La démocratie, c'est le respect de la loi, de la justice. Vous voulez dire. Mais oui, ben oui. Des libertés publiques. Des libertés publiques, etc. Donc les choses ne sont pas aussi simples que le ressenti et le statistique, comme on a pu l'indiquer jusqu'à présent. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée aujourd'hui qu'un certain nombre de droits fondamentaux doivent s'effacer devant l'insécurité, par exemple, on vient de le voir, ou devant la laïcité? Très clairement. On l'a vu aussi. Devant la laïcité, on a dit... En 2003, il y a eu très clairement, un rapport qui a été fait par François Baroin à la demande du Premier ministre de l'époque. Il est quasiment écrit, enfin même pas quasiment, il est écrit noir sur blanc, cette espèce de phrase étrange selon laquelle la laïcité pourrait entrer en contradiction avec les droits de l'homme.
alors que c'est un produit historique des droits de l'homme, hein, la liberté de conviction et d'expression, y compris religieuse, et de dire, dans ce cas-là, en gros, il faut choisir la laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est ce que, 2003, je situe le début de ce que j'appelle la laïcité d'exception. Comme en temps de guerre, quand on s'estime entouré dans une situation d'urgence, et on se croit en situation d'urgence, dans cette logique de défense culturelle, eh bien, on met en place des tribunaux d'exception qui rendent une justice plus rapidement parce que, bon, le bateau coule, donc il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que justement le Front National ait récupéré cette notion de laïcité dans sa logique de défense culturelle, dans un même sac culturel. C'est-à-dire qu'il y a même ce que j'appelle une patrimonialisation de la laïcité. On va mettre la laïcité à côté du vase de Soissons et de Vercingétorix et de Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que parce que la laïcité est un héritage des guerres de religion, des lois de séparation. La laïcité, monsieur, avant tout, c'est un principe juridique précis qui est fait pour protéger les personnes dans certains contextes. C'est pour protéger la liberté de conscience. Si on se moque de son contenu juridique, aujourd'hui on se moque de plus en plus du contenu juridique de la laïcité au profit de son caractère patrimonial à défendre comme quelque chose de flou et de voilà. Parce qu'elle s'inscrit dans un contexte de l'histoire de la laïcité. Il y a eu les oppositions entre catholiques et protestants qui ont fait des dizaines de milliers de morts au XVIe siècle. Il y a eu la révocation de l'édit de Nantes. Il y a eu les guerres révolutionnaires et les 300 000 morts de Vendée. Nous sommes dans une histoire longue. La question ne peut pas être tranchée en 15 secondes. Et effectivement, il y a une instrumentalisation politique, mais ces lois répondaient à une... par tous les partis, à toutes les époques. Non, mais si vous pouvez une minute. La laïcité, d'abord, c'est une notion issue de la culture catholique. Le laïc, c'est ce qui s'oppose au clerc. Oui, qui n'existe pas. Ce n'est rien de plus. Ça veut dire peuple, laïc. Avant, on remonte à l'Antiquité. C'est le peuple non politique. C'est le laïc par opposition aux absolument. Donc, c'est rien de plus que le distinguo entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. D'accord. Et c'est vrai que tous les partis, pas seulement le Front National, sont en train de se gargariser avec la laïcité, avec des arrière-pensées différentes les unes les autres. Les uns visent les musulmans, les autres les catholiques, ils n'osent pas le dire. Donc on est en train de voir ressurgir une espèce de laïcisme qui résoudra aucun problème, mais qui va au contraire blesser les croyants, qu'ils soient chrétiens ou musulmans ou juifs. Dans ce pays. Les croyants, pourquoi moi, je crois, si je puis me permettre, au contraire, que ce débat est un peu derrière nous et les choses commencent à évoluer dans le bon sens. Vous avez vu le débat, c'est pas vraiment un débat, on a parlé récemment de la charte de la laïcité que le ministre Vincent Peillon a fait afficher dans l'ensemble des écoles publiques. C'est une charte qui est bien rédigée. C'est une charte qui est bien rédigée. C'est un beau commentaire de la loi de 1905 qui est une sorte de traité de paix interne à la France entre ces religions. Mais c'est une loi qui a un immense mérite, c'est qu'elle rappelle qu'en aucun cas un sujet de programme, un sujet d'enseignement ne peut être sous le regard des religions. Et ça méritait d'être rappelé par rapport à l'intégrisme catholique notamment, par rapport au créationnisme et par rapport à toutes ces déviations qui pourraient atteindre la liberté de conscience. Mais le laïcisme peut devenir une religion. Mais donc je pense que cette charte qui rappelle qu'il faut se rassembler pour dépasser les différences et qu'il faut le faire grâce au savoir, grâce aux esprits éclairés, car cela aussi nous l'avons hérité, cela d'abord du XVIIIe siècle, et cela vient nourrir la tradition de la laïcité. Eh bien, je crois que c'était une bonne idée de l'avoir rappelé. Et il me semble que le débat, tel qu'il est apparu dans la presse, a fait apparaître plutôt une compréhension. Je suis peut-être trop optimiste. Si je me fais très brièvement l'historien de ce que nous discutons aujourd'hui, je me place dans 30 ans, donc, et je serais très surpris de voir qu'un débat qui commence sur un bijoutier qui abat donc un malfaiteur en fuite, très vite, en vient à évaluer la charte de la laïcité de Vincent Peillon. Alors, c'est assez curieux, je pense que ça reflète, vous aviez commencé avant mon arrivée, je vous fais confiance, mais ça reflète sans doute l'idée que, au fond, on ne peut plus politiser la question de l'insécurité aussi facilement, d'une certaine manière aussi lâchement qu'on pouvait le faire il y a 30 ans. Et qu'il y a peut-être une fenêtre qui s'ouvre aujourd'hui pour traiter de ces questions de manière pragmatique, posée, dépassionnée. Alors bien sûr, le revers de ça, c'est qu'on essaye d'investir des débats à partir desquels on va essayer de comprendre l'ensemble des phénomènes sociaux. La laïcité, bon,
Moi, je reste perplexe devant la laïcité permettant d'éclairer ce qui se passe, à Nice. Juste pour faire le véritable historique, il a parlé d'insécurité et il est allé sur l'insécurité culturelle. D'où le glissement, du bijoutier de Nice à la laïcité. Mais les deux débats sont liés parce qu'on s'aperçoit tout de même, et c'est là que la question, la laïcité forme, j'allais dire, paradoxale ou française de gestion des rapports entre communautés et des conflits. Le problème de l'insécurité, il renvoie, et c'est là où est l'hypocrisie des politiques, qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. C'est qu'il renvoie à la question du vivre ensemble et de l'appartenance communautaire avant d'être une communauté nationale. Les gens sont déjà dans des communautés sociales, il y a des corps intermédiaires, etc. Lorsque les gens ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus travailler, qu'ils ne peuvent plus se déplacer, qu'un étranger qui peut-être leur voisin, effectivement, demain peut venir les cambrioler, alors effectivement, ils se raccrochent aussi à des imaginaires qui peuvent être lointains ou à des schémas symboliques qui peuvent être artificiels. Parce que bien évidemment, les gens qui vont aujourd'hui, les jeunes qui vont s'identifier à un islam qu'ils n'ont jamais connu, ou bien d'autres à un mouvement punk dans lequel ils vont trouver une expression, ou d'autres qui vont être dans une logique grunge, en fait sont dans un retour à une logique tribale, identitaire, qui est justement un des marqueurs de la décivilisation. C'est ça qui, à mon avis, fait le lien entre les deux solutions. Mais le risque, moi, à mon avis, c'est qu'on aille vers une société à l'américaine. Aujourd'hui, on a 1 200 000 prisonniers aux États-Unis pour une population de 300 millions d'individus. On a un marché de la sécurité qui est absolument gigantesque, avec des constructions de prisons et tout un ensemble d'acteurs autour, mais précisément aussi parce que ces sociétés sont multiethniques, multiconfessionnelles, parce qu'elles ont un passif extrêmement fort avec l'esclavage et qu'on a voulu quelque part introduire en France artificiellement, c'est logique, soit par la confrontation des populations en faisant venir des populations d'Afrique noire massivement en France, soit après par un discours culpabilisant récurrent, faisant croire que la France était responsable de tous les crimes de l'humanité, que la France était responsable. Il y a des flux migratoires qui sont spontanés. Par exemple, en des États-Unis, effectivement, les Noirs ont été introduits tout à fait artificiellement par les Blancs. Mais enfin, bon, ça, c'est toujours pas les Français d'ailleurs, beaucoup. Mais ça, c'est autre chose. Pas spécialement les Français, mais plutôt les Anglais et les parce qu'on parle Espagnols. d'insécurité, de sentiment d'insécurité, en parlant vraiment matériellement. Est-ce que je me trompe en disant que dans notre pays, les violences aux personnes sont principalement intrafamiliales? Est-ce que je me trompe? Donc là, avant de dire oh là là, le vilain étranger qui va nous faire du mal, peut-être qu'il vaut mieux regarder d'un peu plus près qui on fréquente de près, parce que je crois que la violence vient de là, en gros. Donc les violences sexuelles le sont principalement, et en fait les violences graves, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer de manière tout à fait spontanée, le risque d'être victime d'une violence grave est plus élevé dans le cercle familial ou le cercle des proches que le soir, seul, dans une rue, même déserte. Donc, il y a quand même une chose à rappeler. La logique de la criminalité. Attendez, la question, parce qu'il reste quelques minutes, et je voulais... Lorsque vous êtes au Rwanda, effectivement, le multiethnique fait que ce sont de case à case, de maison à maison, qu'effectivement on s'entrégorge entre Hutus et Tutsis. Et ça, c'est une vérité qu'effectivement on ne va pas aller faire la guerre à un petit Chinois qu'on n'a jamais vu. On l'a fait pendant un certain temps. La France n'a pas beaucoup fait la guerre à la Chine. Non, mais enfin aux Allemands. Mais justement, qui étaient nos voisins, c'est ce que je dis. Alors qu'on s'entretue entre voisins, entre gens qui se ressemblent. C'est sûr que les principales victimes aujourd'hui... Non, mais là, entre proches, enfin le cercle des proches au quotidien. On la retrouve dans ces unités d'estimation. Les populations aujourd'hui françaises qui habitent dans des quartiers et qui sont victimes d'agressions de populations qui sont proches, ce sont des effets de proximité qui jouent. Et ce sont elles les premières victimes directement de ces violences. Ce n'est pas les traders se volent entre eux. Et les petits délinquants se volent entre eux. Je ne crois pas. Si vous comparez de manière un peu apaisée la situation de la France et celle des pays, tenons-nous-en aux pays européens, on peut prendre l'Amérique si vous le voulez, on ne peut pas objectivement dire que la France est un pays qui favorise le communautarisme. Je crois que nous sommes quand même largement restés sur l'idée de l'intégration républicaine. Et je note que le Royaume-Uni, depuis les attentats de 2005, où ils ont reçu en pleine figure le fait que c'était de jeunes Britanniques d'origine pakistanaise qui étaient à l'origine
d'attentats extrêmement violents, le Royaume-Uni, lui, revient sur son communautarisme qui a été un désastre et regarde de beaucoup plus près précisément notre modèle. Donc cessons de nous flageller toujours. La République française a un modèle. Il a ses défauts, il ne marche pas toujours bien, mais il marche aussi. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est qu'il y a quand même une insécurité dans les milieux populaires qui atteint les milieux populaires objectifs, une délinquance objective qu'on ne peut pas traiter par-dessous la jambe, parce que ce sont quand même toujours les plus faibles qui souffrent de l'insécurité. Les voitures brûlées dans les quartiers défavorisés, on ne l'a pas rêvé. C'est une chose qui existe. Et donc, il appartient à un gouvernement démocratique de protéger aussi les couches populaires, qui sont les premières à souffrir de l'insécurité. Ça, il faut aussi quand même le rappeler. Ça a été la finalité même et la justification, la raison d'être de l'État, qui est toujours dans la tradition de la protection de la veuve et de l'orphelin, était là pour justement préférentiellement protéger le faible. Et non pas... Arrêtons de tourner autour du pot. Bon, est-ce que oui ou non, c'est un fantasme que les flux migratoires aient un rapport avec l'insécurité à la fois juridique et l'insécurité mentale? Est-ce que les gens ont peur des étrangers, ils ont peur de... S'ils ont peur de l'étranger, à ce moment-là, oui, ils ont peur de l'immigré, ils ont le sentiment... sur la peur des Français. Non, il y a un sentiment qui domine, qui a fait l'objet, dont le débat a fait l'objet d'un tabou, à mon avis absurde, et qui explique bien des... La mondialisation, la sécurité, la délinquance, l'immigration, de plus en plus de Français ont le sentiment, réel ou fantasmé, peut-être un peu des deux, que des flux migratoires de plus en plus incontrôlables sont en train, à terme d'une génération ou deux, de métamorphoser le peuplement de ce vieux pays agricole et sédentaire. On n'est pas les États-Unis, aucune comparaison de voix avec les États-Unis. Je dis que nous sommes très différents des États-Unis historiquement. Alors, pour le coup, il y a 30 ans qu'on refuse de poser le débat. Et c'est pour cette raison que le Front National le monte depuis 30 ans. En diabolisant à la fois les dirigeants du Front National et les termes du débat, on a fait en sorte que l'angoisse s'est réfugiée dans le subconscient. Et dans le subconscient collectif, il y a quelque chose qui est très dangereux, qui a cette espèce de trouille. Elle est très partagée, droite, gauche, extrême. Truc, et une trouille d'une espèce d'acculturation totale. Elle se résume pas qu'on nous impose une espèce de cosmopolitisme, de melting pot, alors que, à tort ou à raison, les Français n'ont pas envie de ça. Il y a aussi 30 ans, on peut pas le nier. Il y a aussi 30 ans qu'on occulte dans ce pays le débat économique, qui fait que si les Français avaient un avenir construit, un avenir de prospérité, y compris au sein de l'Europe, s'ils avaient un avenir à donner à leurs enfants, si l'ascenseur social repartait, je vous assure que les questions d'insécurité au centre de notre public chuteraient d'une manière... Donc si je vous ai bien compris... Débat économique, y compris, madame, sur le bien fondé de l'Europe. Si je vous ai bien compris... Les Français ont voté et ils ont eu l'impression aussi qu'on ne tenait pas compte, qu'on n'a pas respecté En fait, les Français ordinaires ont l'impression de ne pas être respectés par les élites. Il y aurait une angoisse... C'est aussi une forme de violence. Il y aurait une angoisse de ne pas être défendu contre les agressions du monde extérieur, et qui donc ferait qu'il y aurait de l'insécurité économique. On a peur de la mondialisation, il y aurait de la sécurité culturelle, il y aurait de la insécurité, parce qu'on a peur de se faire attaquer chez soi quand on rentre, qu'on gare sa voiture. Et ce serait là-dessus que prospérerait le discours ou les discours politiques dont nous parlons depuis tout à l'heure. La peur, l'insécurité, la peur d'être agressé, la peur de l'agression, la peur de l'insécurité physique, la défense de soi, des biens, ça n'est que le 6e rang des préoccupations des Français. C'est les sondages qui se mettent depuis 30 ans. Ils disent ça. Regardez, le Figaro pose une même question depuis plus de 30 ans. Est-ce que l'on est plus en insécurité? Vous sentez-vous en insécurité? Eh bien, vous serez surpris, sur 30 ou 35 ans, depuis 78, je crois, ça bouge quasi pas. Oui, mais alors comment expliquez-vous que les politiques parlent 5 fois... Ça fait 10 ans qu'on pose le problème Pourquoi est-ce que les politiques... Dans les termes mêmes où vous le posez. Si vous pensez que la France est un pays agricole et sédentaire, alors je comprends qu'effectivement... Ah oui, d'origine lointaine, il y a quelques... Je repose ma question. Si tant est que les... Vous me dites que les sondages ne mesurent rien et vous me parlez de matrice multiséculaire.
attendez, non, parce que j'ai voulu dire simplement que dans un pays, oui, longtemps sédentaire, des flux migratoires qui sont perçus comme incontrôlés et dont les dirigeants politiques nous disent qu'ils sont incontrôlables, en gros, hein, c'est vrai, peut être ressenti comme quelque chose de très effrayant. Vous-même à votre question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation... La globalisation, il y a deux aspects dans la globalisation. Il y a un aspect idéologique, une certaine globalisation qui serait économique, les multinationales, etc. Et puis il y a un aspect qui n'est pas idéologique, qui est un fait. C'est-à-dire que nous vivons dans une société globalisée parce que l'information est globalisée, parce que le langage se globalise, etc. Ce fait-là, l'immigration aussi, c'est un fait. C'est-à-dire qu'on a le tourisme, c'est-à-dire des individus qui partent du nord vers le sud et des individus qui partent du sud vers le nord. C'est plutôt ce qu'on appelle l'immigration, le reste on appelle plutôt ça le tourisme. Donc il y a des croisements qui sont en train de s'effectuer à l'échelle planétaire, qui sont quasiment irréversibles. Le problème, et voilà, le problème actuel de l'Europe et de la France en particulier, c'est d'arriver à repenser une place qui ne peut plus être celle de la France éternelle, uniethnique, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une des caractéristiques du discours populiste actuel, c'est de prétendre ou de faire croire qu'il est possible de défendre un peuple qui aurait une culture qui serait de la laïcité en passant, en remontant vers Vercingétorix, de la défendre contre quoi? Contre toute forme d'hybridation extérieure, considérée comme une sorte de souillure, comme quelque chose. Vous nous refaites le discours du fatalisme. C'est pas fataliste. Allez au Japon, allez en Corée, ce sont des pays parfaitement insérés dans la globalisation. Regardez quels sont les flux migratoires dans ces pays. Essayez de devenir japonais. Vous allez voir la réponse qu'on va vous donner. Aujourd'hui, la France, entre 1840 et 1940, au Japon, ils continuent à travailler jusqu'à 90 ans parce que personne ne peut leur payer leur retraite. À 2012, on est passé de 40 millions à 70 millions de Français. Il s'est passé quelque chose. L'Europe est la partie du monde quasiment où les flux migratoires sont les plus contrôlés, contrairement Et ce n'est pas la première destination. Donc bon, on est passé de 40 millions à 70 millions, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas juste un effet de flux avec des touristes au nord et des touristes au sud. Il y a une substitution de population qui est une réalité que perçoivent les Français. Le dernier mot pour Georges Balandier. Ce n'est pas une substitution de population, c'est une hybridation globale qui est en train de se constituer. Georges Balandier. Moi j'ai le sentiment que nous avons un discours qui est très tourné vers les années passées, les décennies passées. Parce que la France est un vieux pays. J'ai la certitude que nous avons quasiment changé d'époque à la fin du siècle précédent, c'est-à-dire à la fin des années 80 ou dans le cours des années 90. C'est-à-dire à partir du moment où l'informatique, la numérisation du réel se sont développées d'une manière absolument exemplaire, à toute vitesse et partout. Bon, donc il y a ici un facteur de mobilité qui a joué dans le sens eh bien de la fusion, de la circulation des idées, et en même temps, de l'approximation de ce à quoi on croit vraiment. Bon, il y a cela. Et puis, peut-être aussi, là, je voudrais me marquer, moins européen que vous, que certains d'entre vous, sans être pour autant souverainiste, je suis convaincu que nous sommes un peu une génération sans terre. Je veux dire, comme il y a la culture sans terre, nous sommes sans terre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore habitués à vivre dans le cadre de communautés, dans le cadre d'un univers mondial, où tout se règle à toute vitesse et dans l'instantané par les moyens informatiques. Et cela, nous ne l'avons pas encore digéré, parce que tout simplement, nous n'avons pas donné à cette Europe à laquelle nous appartenons le sens qu'elle devrait avoir, qui est certainement un sens de civilisation d'abord, avant d'être un sens économique et d'échanges et de rapports financiers. Je propose de changer complètement de sujet, puisqu'on va s'intéresser maintenant à l'un des derniers grands tabous de notre société, en tout cas en ce qui concerne sa morale sexuelle, c'est la masturbation. Je propose de regarder tout de suite un extrait de Mythomane. Dans Mythomane, Ricky Gervais imaginait un monde dans lequel le mensonge n'existerait pas. Alors qu'est-ce que ça donnerait, ce monde-là, la première rencontre entre un homme et une femme qui sont incapables de mentir, qui disent forcément la vérité? Eh bien regardez, c'est dans Mythomane. On se retrouve juste après.
masturbating. That makes me think of your vagina. I'm Mark. How are you? A little frustrated at the moment. Also equally depressed and pessimistic about our date tonight. Sure. I'm Anna. Come on in. Just wait there. I need to finish getting ready. While doing that, I might realize I'm still horny and try to finish masturbating without you hearing. I feel awkward now about being early. Yeah, I'm disappointed that you're early. I'm not really looking forward to tonight in general, but the thought of being alone the rest of my life scares both my mother and me equally. Sure. I'm thinking you've started masturbating, because it's like it's too quiet. And you said you were going to try and do it without me hearing. I'm worried the restaurant I've picked isn't expensive enough for you. It's all I can afford in my situation. I know I'm in my 40s, but I haven't got any financial assets to speak of. Also, my boss said he's probably going to fire me this week. Wow. I just masturbated. That makes me horny. I hope this date ends in sex. I don't find you attractive. Oh. Alors Philippe Breno, vous êtes anthropologue et psychiatre. Vous venez de publier un nouvel éloge de la masturbation qui affirme que la masturbation est l'acte le plus normal, le plus inventif, le plus naturel qui soit, et que l'on devrait pouvoir en parler aussi naturellement que dans le film de Ricky Gervais, dont le vrai titre n'est pas Mythomane mais L'invention du mensonge, le titre original. Est-ce que vous pourriez dire aux parents qui nous regardent là, est-ce que vous pourriez leur recommander de dire à leurs enfants de se masturber comme on leur dit d'aller se laver les dents? Peut-être pas de la même façon. C'est ce qu'a l'air de dire votre livre. Non, à la fois dans le livre, à la première ligne de la première page, j'avoue m'être déjà masturbé. Ce qui est déjà énorme. Très peu de gens le font. Oui, très peu de gens le font. Enfin, on vient de le voir. Mais, non, mais parce que là, ils ne peuvent pas mentir. Mais nous... Non, il y a quelque chose de très compliqué. À la fois, cette histoire de masturbation, on va y revenir, elle a été interdite pendant 2 siècles et demi, pas plus. Mais aujourd'hui, elle a une vraie réhabilitation parce que ce que nous savons, ce n'est pas une opinion, c'est que ça sert à la maturation sexuelle et même que ça sert à l'épanouissement. Et la grande difficulté, c'est qu'on ne peut pas le passer directement dans l'éducation à la sexualité. D'abord, nous sommes un pays sous-développé en matière d'éducation à la sexualité. Il n'y en a pas, c'est très simple. Mais on se débrouille pas mal depuis 100 000 générations quand même. Voilà, exactement. Mais par contre, ce message, on ne peut pas le passer directement. Ce que l'on peut faire, c'est en tout cas de ne pas interdire, de ne pas réfréner. Ce que l'on voyait il y a une 50aine d'années, on voyait encore des récits de ma grand-mère m'a tapé sur la main et a dit « touche pas ». Et c'est vrai que ça pouvait casser, surtout chez les filles, la sexualité, parfois pour toute la vie. Vous connaissez Freud et le président Schreiber. Oui. C'est une chose terrible. Mais un des essais sur la psychanalyse de Freud qui explique que le président Schreiber, président d'une cour judiciaire, enfant, était ligoté dans son lit, enfin avait les mains attachées par son père pour lui éviter d'avoir de mauvais comportements. C'est une chose terrible. Il y avait le bon docteur Kellogg aussi qui a créé la marque. Voilà, enfin c'est surtout la marque qui a été, je pense, créée ensuite. Ça montre l'abomination de l'interdiction sur l'incitation. Un monsieur qui s'occupait beaucoup de vie saine, de bien manger, de sainement, donc etc. Et qui a inventé comme ça 2-3 procédés anti-masturbation pour les garçons et pour les filles. Assez, ça relève de la torture, on va dire. Notamment une cage électrique, je crois, pour les garçons. Enfin, un truc. Justement, c'est là que j'aurais revenir parce que ça n'a pas toujours été comme ça. On le voit bien quand on lit votre livre. Et d'ailleurs, il y a quelques peintures qui le prouvent. Cette Vénus de Giorgione qu'on va voir tout de suite, elle date de 1503. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est évident. En 1503... Alors, en 1503, elle est à la fois magnifique. Il faut savoir que c'est le maître de Titien et que le tableau n'était pas terminé. À sa mort, tout le voile qui est en bas, c'est Titien qui l'a terminé. Et ça va être le modèle pour Titien de sa grande Vénus d'Urbino, qui, elle, autant cette Vénus est dans
le fantasme, elle est en train de se toucher, de s'intérioriser. Et la Vénus de Titien, qu'on peut peut-être voir tout de suite, qui est à la fois 40 ans, 35 ans plus tard. Ouais. Elle est extrêmement effrontée parce qu'on voit très bien que sa main pénètre le sexe, mais par contre elle vous regarde, elle regarde le spectateur. Et la chose qui est très intéressante, on est au XVIe siècle, ce n'est pas directement interdit, on peut le représenter. Et Manet, on va le voir tout de suite, l'Olympia. L'Olympia de Manet. Manet va faire une reproduction d'abord de la Vénus d'Urbino, de Titien, et quelques années après va faire l'Olympia. Mais vous voyez tout simplement, elle a la même pose. Manet dit très bien que c'est une copie de Titien, mais il va simplement poser la main, c'est un cache-sexe. Et là, au 19e, alors qu'elle fait scandale, elle ne montre rien. Elle cache. Alors, ce que vous montrez, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé entre Giorgione, le Titien et Manet. Alors, votre théorie. Alors, ce qui s'est passé, c'est pas que ma théorie. D'abord, pour tout le monde, c'est quelque chose de biblique, c'est très ancien. Pas du tout. Dans la Bible, la masturbation n'est jamais mentionnée. Et au XVIIIe siècle, lorsqu'on va l'interdire, on va voir pourquoi. C'est-à-dire début XVIIIe siècle, c'est 1810, l'Onania de Beckers, un petit livre en anglais d'abord, et puis ensuite le grand livre de Tissot en 1859. Sur rappelez le titre, parce qu'il est quand même... C'est de l'onanisme ou des maladies produites par la masturbation. Voilà. Voilà. Mais lorsque ça va survenir, cet interdit, eh bien on se dit comment interdire quelque chose qui ne l'est pas dans la Bible, alors qu'on est dans une atmosphère religieuse importante. La médicalisation. Eh bien la chose très simple, c'est qu'on va l'appeler de quelque chose qui est interdit, c'est l'onanisme. Mais relisez la Bible ce soir en rentrant, c'est un merveilleux livre. Eh bien, vous verrez que l'histoire d'Onan, c'est pas ça du tout, c'est un coït interrompu. Je ne vais pas vous le raconter ici. Et on va dire, appelons-le onanisme, et ça va permettre tout simplement de l'interdire. Et pendant 2 siècles et demi, ça va être terrible. Alors, pourquoi, à votre avis, parce que ça c'est plutôt votre théorie, pourquoi est-ce que tout à coup on condamne l'onanisme, en fait le plaisir solitaire? C'est parce qu'entre-temps on a inventé le microscope, et que dans le microscope, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les spermatozoïdes. Voilà, c'est ça. On découvre le microscope début du XVIIe. C'est Janssen qui le découvre. Non, c'est Janssen qui va découvrir le microscope 1607. Il y a des querelles avec Leibniz pour savoir si ce sont des homoncules ou justement des particules différentes. 50 ans auparavant. Ça conforte le préformisme au départ, oui, tout à fait. La découverte du microscope. Alors regardez, 50 ans auparavant, on découvre le microscope, on découvre l'ovule en 1640, c'est 2 graphes, et Leeuwenhoek, 1677, découvre le spermatozoïde. C'est amusant, ils habitent à 10 km l'un de l'autre. C'est tout simplement qu'il y a une espèce d'habileté de l'infiniment petit. C'est tout simplement, ce sont des drapiers qui vont développer le microscope pour regarder les fibres. Et on voit, sous le microscope, tout d'un coup, des animaux vivants, ces animalcules. Alors il va y avoir la bataille des ovistes et des spermatistes, oui, mais surtout... Paradoxalement, attendez, juste pour finir, parce que sinon on n'aura pas le temps. Mais surtout, la chose qui est très étonnante, tous les naturalistes et les biologistes de l'époque s'interrogent. Qu'est-ce que c'est que ces millions? Alors Hartsocker, qui est un biologiste, un naturaliste allemand, dit dans une goutte, il y en a plus de 3 millions. Ils vont s'interroger. Et une hypothèse leur vient extraordinaire. Et si Adam, dans ses testicules, avait contenu l'ensemble de l'humanité à venir, et si nous contenions, nous les hommes, le reste de l'humanité à venir, ça serait un génocide. Comme c'est délibéré, c'est un suicide, ça serait l'apocalypse. À partir de là, eux-mêmes ne parlent pas de condamnation. Mais c'est l'histoire du bouc émissaire que dit René Girard, c'est 2 générations plus tard. Eh bien, 2 générations plus tard, ils ne parlent pas des arguments des premiers. Eh bien, on va interdire, attacher, là, on a quelques gravures où on voit ce qu'imaginaient les gens pour empêcher les enfants de se masturber. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a tout imaginé. C'est une sorte de concours Lépine de l'anti-onanisme. Il y a eu un prix au concours Lépine. C'est un médecin au 19e siècle qui avait inventé une grande cloison de bois, vous savez, dans les dortoirs, pour que la partie haute et la partie basse du corps puissent pas se rencontrer, c'est-à-dire pendant la nuit, il y avait une sorte de carcan en bois qui descendait dans les dortoirs. Et il y avait aussi carrément une tunique, on va le voir, qui recouvre le corps entier, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, justement pour les empêcher de se faire toucher. Et puis quelque chose de terrible, je ne sais pas si on le verra, qui est un espèce de petit anneau. Alors il y avait des boîtes ou des anneaux qui contenaient, des épines métalliques. C'est-à-dire que les érections naturelles, qui sont génétiquement programmées et qui marchent toutes seules, eh bien chutaient par ces épines, et c'était le meilleur moyen de provoquer des impuissances un petit peu plus tard. Et tout ça, en fait, en ayant oublié
C'est ça votre thèse, en ayant oublié l'origine de ce n'est combat. n'est En fait, jamais ils combattent mentionné. les pulsions sexuelles, ils combattent la masturbation, mais ils ne savent même plus pourquoi. Non, et alors le grand historien américain, c'est Thomas Lacker, il va dire d'une certaine façon, c'est assez intéressant, l'idée qu'en fait, au début du XVIIIe, c'est quand même le passage à la société qui va arriver, la société moderne, arrive la notion d'individu, un changement de société, et certainement que c'est une espèce de mouvement de défense, de répression contre les pulsions de naissance pour essayer de casser, de contraindre un petit peu ces adolescents qui deviendraient trop facilement des individus. C'est exactement ce que vous dites dans votre livre, vous. Vous dites que c'est les libertés individuelles qu'on veut contrôler de la même manière aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut et que ça nous déplairait. C'est ça votre thèse. Oui, c'est ça ma thèse. Mais on voit bien au XIXe siècle aussi qu'il y a une médicalisation de la morale, parce que montre Michel Foucault. On le retrouve, ça ce qu'on retrouve pour la masturbation, on le retrouve aussi pour l'homosexualité, par exemple. Et aujourd'hui, à mon sens, ça serait intéressant de voir ce que pourrait donner un débat, comme il y a eu un débat sur l'homosexualité, le mariage homosexuel, à quoi ça aboutit, cette idée de défense culturelle aussi par rapport à ça, la filiation. Qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui si on avait un débat sur la masturbation qui se diffuse dans le public comme ça, à mon avis? Ça serait bien, ça. Regardez, on en parle. C'est prévu avec ce qu'on est en train de faire sur France Télévisions, avec la génération Y, la génération quoi. Vous êtes la première émission, Frédéric, où on en parle. Il est minuit quand même, mais... Ce dont vous n'avez pas parlé, c'est la thèse de Marcuse, c'est que la surrépression de tout ce qui est érotique va de pair avec la civilisation du travail. Parce que pour mettre l'homme au travail, il faut faire ce qu'il appelle la deuxième répression. Le marxophonisme. Voilà, absolument. Ce n'était pas tellement sans intérêt, me semble-t-il. Marcuse était un grand penseur. Il y a deux points très intéressants dans votre remarque, effectivement, c'est d'abord les conditionnements mentaux. Effectivement, quand Le Veneux découvre effectivement ces homoncules, il n'a pas du tout en tête l'idée justement qu'il s'agit de quelque chose de différent. Et ça va au contraire réduire encore davantage la femme au rang de ce qu'on appelait à l'époque un four, dans la logique préformiste, c'est-à-dire effectivement tous les hommes sont contenus dans un seul homme de départ. C'est d'ailleurs comme ça que Leibniz, à l'époque, interprète le péché originel au sens, j'allais dire, le plus matériel possible. Grosso modo, nous sommes tous déjà précontenus en Adam, une sorte de mâle originel, et c'est parce qu'il a péché que nous avons tous péché. Mais ce que vous oubliez de rajouter tout de même, c'est que cette lecture, ça se passe essentiellement en territoire protestant, ce que vous expliquez là. Oui, et ça va aller de pair avec le puritanisme protestant calviniste qui lui va être qui va inoculer son virus en quelque sorte aux États-Unis d'Amérique, qui sont aujourd'hui alliés aux Wahhabites, qui sont aussi, pardonnez-moi des mauvais jeux de mots, mais en tout cas qui sont particulièrement attachés et obsédés par ces questions, alors que dans le monde catholique qui a forgé la conscience européenne du 5e au 15e, au 17e siècle, lorsqu'il était encore dominant, justement, on magnifie la femme, on magnifie la complémentarité sexuelle, parce que justement, on n'est pas dans un système tribal qui réduit la femme au seul statut d'organe reproducteur ou de prostituée faite pour satisfaire les plaisirs virils non réalisés, non assumés dans ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est très curieux, cette condamnation va commencer par les pays protestants. Ça va être, ça va être la Hollande qui découvre cela, ça va être les Anglicans, ça va être la Suisse avec du Toit-Mombrini qui est un pasteur extrêmement rigoriste. Mais le relais va être pris par deux personnes qui sont deux fous culs complets, enfin l'un en tout cas, c'est Rousseau et Voltaire qui vont dire à Tissot, vous êtes le meilleur des hommes, et c'est eux qui vont faire la caisse d'amplification et qui vont faire que toute l'Europe, qu'elle soit protestante ou catholique, va condamner la masturbation. Tissot, c'est celui qui a créé l'essai sur les maladies produites par la masturbation. Ça va être réédité pendant 200 ans. Denis Tillinac, un dernier mot? Je n'ai pas de sympathie particulière pour le puritanisme et la répression. Je n'ai pas beaucoup de sympathie non plus pour l'idée d'une pédagogie auprès des enfants de la masturbation. Et en règle générale, j'ai une conception plutôt intimiste des choses de l'érotisme. On n'en parle pas, on le fait, on le découvre à son gré, tout seul. Ça s'étale pas. C'est trop grave et beau pour faire l'objet d'un débat. Il y a une dimension sacrale dans la sexualité qu'on ne peut pas nier. Faut la respecter. Oui, c'est-à-dire que là aussi les temps ont changé. Malheureusement, les gamins, j'ai lu un sondage il n'y a pas longtemps, je sais bien que ça ne veut rien dire, mais pas un sondage, une statistique sur le nombre de gamins de 12 ans qui avaient déjà vu des films pornographiques. Je veux dire, là, malheureusement, la découverte de la sexualité, elle va se passer autrement. Oui, mais il n'y a pas d'accès à la sexualité. Mais justement, peut-être qu'il est temps, justement, d'en parler. Laissez-la terminer. S'il vous plaît, merci.
Je peux en placer une, ouais. Je disais que, d'ailleurs, ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est complètement con. Oui, voilà, que justement, puisque la découverte de la sexualité, actuellement, elle se passe par le biais des films porno, il est peut-être temps d'arrêter les conneries et d'en parler sérieusement aux enfants, aux jeunes, sans tabou, sans rien. Et justement, pour... Mais taisez-vous un peu 5 minutes. Et surtout de basculer ce côté c'est sale, c'est pas bien, il faut le cacher, ça reste intime, ou évidemment intime et très beau tant qu'on veut, mais que peut-être on peut en parler aussi très naturellement, sans tabou, pour justement désamorcer cette prééminence de la vision pornographique de la sexualité aujourd'hui. C'est voilà. vrai que dans la masturbation, il y a deux époques. Il y a une époque où on fantasme avec son imagination, et maintenant, il y en a une autre où on regarde des images qui bougent. Ça, c'est très vrai. Mais cette vision, elle est quand même très masculine, parce que les hommes ont besoin d'un support visuel, il y a un canal visuel, les femmes sont beaucoup plus dans le fantasme. Mais par contre, ce que je voudrais dire par rapport à tout cela, on a rappelé les problèmes historiques, c'est vrai, mais pourquoi je fais à nouveau cet éloge? J'en avais écrit un premier en 97 et en 1 minute, c'est parce qu'aujourd'hui on sait l'importance considérable, la masturbation est le centre de la sexualité dans sa construction. La sexualité n'est pas naturelle, c'est un élément qui permet sa maturation et malheureusement aujourd'hui, si elle est très pratiquée par la plupart des garçons, elle l'est très peu par des filles. C'est-à-dire qu'il y a moins de 30% des femmes qui ont une masturbation habituelle, régulière, et parmi celles qui ont des difficultés à l'âge adulte, eh bien on trouve des femmes qui ne se connaissent pas. C'est d'ailleurs le message que passent tous les féminins aujourd'hui. Justement, quand vous avez annoncé, pardon, excusez-moi, mais quand vous avez annoncé le thème de l'émission en disant la masturbation, dernier tabou, je me suis dit qu'en fait, le vrai dernier tabou, c'est la masturbation féminine. J'ai dit l'un des derniers tabous. Je vous remercie tous les 7 d'avoir participé à cette émission. On se quitte avec Stacey Kent. Elle est américaine. Elle sort un 10e album d'inspiration brésilienne et elle nous interprète One Note Samba, un classique d'Antonio Carlos Jobim. Stacey, c'est à vous. This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the one we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the skill and I know at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to that first note as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, re mi fa sol la ti do, he will find himself with no show. Better play that note you know. He will find himself with no show. Better play that note you know. This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the one we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the skill and I know at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to that first note as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants
hustle like